Bonjour les QHSEistes, j'espère que vous êtes en bonne forme et surtout que vous pratiquez la QHSE avec passion. C'est bien ce qui compte. Qui dit conception et développement des produits et services dit un article de la norme ISO 9001-2015 souvent exclu du domaine d'application. En fait, la plupart des responsables QHSE l'excluent car tout simplement le système a toujours été certifié ainsi. Par contre, d'autres ont les bonnes raisons de cette exclusion. L'objectif de cette formation, c'est que tous ceux qui la suivent aient les bonnes raisons de l'exclusion. Autrement dit, ne pas l'exclure uniquement pour cette réputation d'exclusion. Maintenant, allons droit dans le but. En quoi consiste la conception et développement? À quel type d'entreprise cet article est applicable? Qu'est-ce qui justifie son importance? Quels sont les cas d'inclusion et d'exclusion? Et comment mettre pratiquement en œuvre la conception et développement en entreprise? Pour avoir les réponses à toutes ces questions, suivez cette formation jusqu'à la fin. Afin de démarrer cette formation, il n'y a pas mieux que de définir le concept de conception et développement. La conception et développement, c'est une somme d'activités créatrices et souligner le mot créatrice, ça veut dire il y a de la création, il y a de nouveaux produits. Alors, partons de, premièrement, besoins exprimés, deuxièmement, connaissances existantes au sein de l'entreprise. Et ceci pour aboutir à la définition d'un produit qui doit être, premièrement, un produit qui satisfait aux besoins préalablement exprimés et qui est industriellement réalisable. Puisque la meilleure façon de comprendre, c'est de simplifier les choses, nous allons ensemble décortiquer la conception et développement en phases et sous-phases. Nous allons commencer par la grande phase de la conception. La conception est en fait l'activité qui consiste à développer les meilleures solutions à partir d'un besoin donné. Elle est composée de la première phase, qui est la phase d'étude de faisabilité, et pendant cette phase, on définit des concepts qui sont jugés faisables pour les besoins donnés. C'est normal que si vous avez un besoin, il y a plusieurs pistes qui vont vous permettre d'aboutir à ces besoins. Toutes ces pistes doivent être définies dans le cadre de la phase de l'étude de faisabilité. Deuxième phase, c'est la phase d'avant-projet. Et pendant cette phase, le choix du meilleur concept se fait. Ça veut dire que vous avez plusieurs concepts et il va falloir choisir le meilleur d'entre eux. La deuxième grande phase, c'est la phase de développement. Cette phase s'appuie sur la phase d'avant-projet. Alors, il faut savoir que la phase, ou bien la grande phase de développement, elle est composée aussi de deux phases. Première phase, c'est de définir précisément les solutions qui vont permettre à aboutir à ce besoin. Et la deuxième phase, c'est de préparer la réalisation et l'utilisation du produit. On va dire que c'est la phase la plus pratique dans la conception et développement. Question. D'où provient l'importance du processus de la conception et développement? Réponse. Il faut savoir que 70% des coûts résultant de la non-qualité seraient dus à une mauvaise conception. Ça veut dire, si votre produit est mal conçu et qu'après, il y a eu des non-qualités,
des réclamations, par exemple, de la part du client par rapport à la mauvaise qualité du produit, il faut savoir que les coûts que vous allez perdre à cause de la non-qualité sont dus à 70% à la mauvaise conception. Du coup, il faut vraiment se focaliser et se concentrer sur cette phase parce que c'est la phase la plus déterminante de la qualité du produit. La conception et développement nous mènent vers le fameux proverbe qui est de réfléchir avant d'agir. Il faut savoir que la conception du produit est pratiquement responsable de 75% du coût du produit. Ça veut dire vous avez pour produire votre produit ou bien pour le réaliser, vous allez dépenser plusieurs coûts. Les coûts d'achat, on va dire, les coûts de réparation. Donc, il y a plusieurs coûts. Mais parmi les coûts qui sont très, très importants, c'est les coûts de la conception du produit. Ça veut dire que vous dépensez plus d'argent dans cette phase. Du coup, il faut vraiment être vigilant par rapport à cette phase. Pour conclure cette partie, il faut savoir que l'entreprise doit avoir une bonne maîtrise des dispositions de gestion de projet et de maîtrise de la conception et du développement pour diminuer le prix de revient des produits réalisés. Question. Pourquoi la conception et développement est souvent exclue du domaine d'application? Là, il y a un terme très très intéressant et très marquant, c'est le terme de nouveau produit. Oui, il y a de la nouveauté. Pourquoi la conception et développement est souvent exclue? Parce que tout simplement, elle ne s'applique qu'aux entreprises qui produisent et qui présentent qui présentent un nouveau produit. Du coup, elle s'applique aux entreprises qui conçoivent un nouveau produit ou service, qui ajoutent des modifications à un produit ou service de telle sorte qu'il apparaisse comme une nouveauté. Ça veut dire qu'il y a des modifications qui sont exercées sur un produit ou un service de telle sorte que ce produit soit vraiment nouveau, donne quelque chose de nouveau, donne quelque chose de marquant. C'est pourquoi la conception et développement est souvent exclue du domaine d'application des entreprises parce que toutes les entreprises ne conçoivent pas de nouveaux produits et toutes les entreprises n'ajoutent pas des modifications qui vont arriver jusqu'au point de faire de ce produit une nouveauté. Clairement, quels sont les cas d'inclusion de la conception et développement dans le domaine d'application? Ce sont les cas d'invention, là où l'entreprise invente un nouveau produit, ou les cas d'innovation, là où on innove. Quels sont du coup les cas d'exclusion? Les cas d'exclusion sont des cas où il y a des modifications mineures, parce qu'on vient de parler de modifications, donc il y a des modifications mineures sans réel changement dans les usages. Puisqu'on a parlé de l'importance de la conception et du développement et de sa grande partie, sa participation dans le coût de revient du produit qui est très très importante. Et on a dit qu'en conclusion, il faut maîtriser la conception et développement.
Comment, du coup, maîtriser cette conception et développement? C'est à partir de la revue, la vérification et la validation de la conception et développement. Commençons par la vérification. La vérification consiste à s'assurer à phase planifiée que les éléments de sortie, ça veut dire les résultats de la conception et développement, satisfont aux exigences d'entrée. Et nous allons très bien détailler tout ce qu'on appelle exigences d'entrée et tout ce qu'on appelle éléments de sortie par la suite. Mais il faut savoir que la vérification permet de s'assurer que les éléments de sortie, les résultats de la conception satisfont aux exigences d'entrée qui sont les besoins, les exigences du client et autres exigences qu'on va regarder par la suite. Les résultats de cette vérification doivent être enregistrés. Ça veut dire, et ces résultats sont sous forme de compte rendu de réunion, rapport d'essai, parce que la vérification ne se fait pas par une seule personne, mais avec une équipe, qui est généralement le comité de conception et développement, rapport d'essai, note de calcul, évaluation, etc. Rapport d'essai parce que généralement, il y a des essais qui se font sur le produit pour vérifier effectivement s'il répond aux besoins. Il y a des calculs mathématiques qui se font, etc. Maintenant, qu'est-ce que la revue de la conception et développement? La revue de la conception et développement, c'est un moyen de vérification. Donc, c'est un des moyens de pratiquer la vérification que l'on vient de regarder. Elle permet d'assurer que les éléments de sortie de conception satisfont les exigences d'éléments d'entrée de conception et du développement. Du coup, c'est un moyen de vérification. Elle peut être planifiée à différentes étapes de la conception et à la fin du processus de conception. Quel est l'objectif de la revue? La revue, elle sert à examiner si les objectifs de conception et de développement sont atteints au regard des exigences fonctionnelles, des exigences légales, des exigences réglementaires et autres exigences. Maintenant vient la planification et l'organisation de cette revue. Donc, les participants à la revue doivent être issus des différents services de l'entreprise. Il faut bien entendu rédiger des comptes rendus qui doivent contenir les résultats des revues et les actions décidées. Et il faut faire un suivi des actions prédéfinies qui doit être assuré entre les différentes revues. Alors, première revue, par exemple, elle va donner lieu à des actions. Ces actions seront le sujet ou bien l'objet de la revue suivante. Maintenant vient la troisième étape de la maîtrise de la conception et développement qui est la validation. La validation, c'est une étape ultime avant la mise en œuvre du produit ou sa mise sur le marché. Ça veut dire que c'est l'étape finale. On a le produit qui est conçu et développé et on cherche à le valider avant sa mise en œuvre ou sa mise sur le marché. Elle consiste à s'assurer que les produits et services résultants satisfont aux exigences pour l'application spécifiée ou l'usage prévu. Alors là, la validation, elle permet de dire si le besoin essentiel et le besoin principal du produit est compatible avec la conception et développement.
ça veut dire que le produit satisfait l'application spécifique ou l'usage prévu. Si on cherche par exemple à concevoir et à développer un téléphone portable, il faut que ce téléphone portable permette de transmettre et de recevoir des appels, par exemple, pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Assurer que le produit issu de la conception et du développement correspond aux attentes et besoins du client. Et c'est ce qui compte. Maintenant, les résultats de la validation doivent faire l'objet d'enregistrements. Ces enregistrements sont généralement des tests en clientèle sur une pré-série des produits. Les produits qui sont déjà conçus et développés sont présentés sous forme d'échantillons aux clients. Ces clients les testent pour savoir est-ce que vraiment ces produits répondent à leurs attentes. Après toutes ces phases, ces 3 phases, viennent les actions de maîtrise. Toutes les actions nécessaires sont entreprises pour les problèmes déterminés lors des revues ou des activités de vérification et de validation. C'est normal. Lors de la revue, il y a des discussions, il y a des problèmes qui sont discutés, il y a aussi lors de la vérification et lors de la validation. Ces problèmes doivent faire l'objet d'actions afin d'y remédier. Et maintenant, on va sortir un petit peu de la théorie pour attaquer la pratique avec notre entreprise virtuelle XSARL qui va entrer dans les cas d'inclusion à la conception et développement avec son projet de jus des fraises pommes OGM par transgenèse. OGM, c'est les organismes génétiquement modifiés. Alors, le client, il a exprimé un besoin puisque XR les produit que les jus de fraises. Le client, il va exprimer un besoin de jus de fraise pomme, mais un jus de fraise pomme qui a un goût naturel. XR va penser à concevoir un jus de fraise pomme par une modification génétique. Nous allons voir le détail dans ce qui suit. On va faire une petite définition de la transgenèse. On va pas trop consommer du temps dans cette définition. C'est juste pour faciliter la compréhension de la conception et développement à travers cet exemple. Alors, la transgenèse, elle consiste à ajouter un ou plusieurs gènes d'une autre espèce dans le génome de l'organisme, dans le but d'en modifier les caractéristiques. Ça veut dire que nous avons un organisme que nous voulons modifier génétiquement. Nous allons prendre les gènes d'un autre organisme et les insérer dans cet organisme en question. Et maintenant, nous allons attaquer la première phase pratique qui est la planification de la conception et développement. Commençons par la première grande phase qui est la conception avec la phase 1, étude de faisabilité, qui permet de définir les concepts jugés faisables pour les besoins donnés. Alors, il y a 3 concepts qui sont faisables selon le comité de conception et développement de XSAL. Premier concept, alors XSAL a pensé à mélanger le jus de fraise XSAL avec un jus de pomme. Pour vérifier ce concept, il y a une revue qui a été menée et durant laquelle il a été révélé que le goût du jus n'est pas naturel. Et en plus, durant la vérification, il y a eu des essais qui ont été réalisés
sur sur le goût essentiellement, et ceci à travers des différentes doses de jus. Ça veut dire on fait des doses précises de jus et on vérifie le goût. Le responsable de cette activité, c'est le responsable production. Il faut savoir que durant ces activités, il faut maîtriser les interfaces. Ça veut dire qu'il faut coordonner avec les différents pilotes concernés par la conception et développement en matière de disponibilité, en matière aussi de disponibilité d'informations, de matériel, etc. Donc, dans cette partie, il y a eu désignation d'un technicien laboratoire chargé des tests de goût. Donc, c'est un technicien laboratoire qui va effectuer les tests de goût. Les moyens aussi, il va falloir les citer. Quels sont les moyens qui vont aider à accomplir cette activité? Ici, on aura besoin du laboratoire et on aura besoin aussi d'un fournisseur de jus de pomme. Le jus de pomme ne sera pas conçu au sein de XARL, mais il sera acheté de la part d'un fournisseur. Il ne faut pas, bien entendu, omettre les dates. Il faut spécifier les dates de début prévues et les dates de début réelles, ainsi que les dates de fin prévues et les dates de fin réelles. Là, vous pouvez regarder clairement les dates de début et de fin de cette activité. Bien entendu, s'il y a un retard, vous exprimez les raisons dans un commentaire. Ensuite, le deuxième concept, c'est de mélanger le jus de fraise avec un jus de pomme XAR, ça veut dire un jus de pomme produit au sein de XAR. Lors de la revue, il a été révélé que le goût est naturel, mais manque d'originalité. Et bien sûr, les vérifications, c'est toujours des essais de goût sur différentes doses de jus. Les responsables, ici, c'est le responsable production. Donc, dans le cadre de la maîtrise d'interface, il y a réservation de machines pour production du jus. Ça veut dire que le service production va réserver des machines uniquement pour la production de jus de pomme, et ces machines ne seront plus utilisées pour la production du jus de fraise. Les moyens, c'est le laboratoire et le service production en entier. Ça, c'est pour le deuxième concept. Le deuxième concept qui n'a pas été vraiment parfait va mener à un troisième concept qui est la conception de pommes de fraises OGM dans des fermes internes et puis produire leur jus. Lors de la revue, le goût est naturel et authentique. Et bien sûr, avec la même méthode de vérification. Le responsable ici, c'est l'ingénieur génétique. Et dans le cadre de maîtrise des interfaces, il y a coordination entre la production, entre le service production, le service génétique et le service qualité en matière de disponibilité et complétude d'informations. Vous avez les moyens, nous avons le laboratoire et les fermes internes au sein de XAR. Là, vous pouvez remarquer que la date de fin prévue du projet, c'était le 25/4/2023. Ça veut dire 2 ans. Ce processus s'est étalé sur 2 ans parce que la conception, elle doit vraiment prendre du temps. Comme on a dit, c'est une phase très, très importante qu'on doit maîtriser et sur laquelle on doit vraiment se focaliser. Et là, il y a eu un retard. Il a été prévu que le projet finira le 25/4/2023, mais on a pris encore 5 jours pour finir jusqu'au 30/4/2023. La raison, c'est que les tests laboratoires ont pris plus de temps que prévu afin d'évaluer l'impact sur la santé. Et ça, c'est une chose assez logique. Maintenant, on va attaquer la deuxième phase de la conception, qui est la phase d'avant-projet, celle du choix du meilleur concept. Alors, l'activité, elle consiste à opter pour la transgenèse des pommes par les fraises.
Alors, le meilleur concept, il a été choisi. On va faire la transgenèse. Le responsable sur tout ça, c'est le comité de conception et de développement. Pour les interfaces, il va falloir coordonner entre les membres du comité en matière de disponibilité et complétude d'informations. Et ensuite, il faut, là, les moyens, j'ai omis de mettre les moyens, mais ce ne sont autres que le laboratoire, la ferme interne, euh, et bien sûr l'ingénieur génétique qui va se charger de tout ça. Ensuite, on va attaquer la phase de développement avec sa première phase qui est de définir précisément les solutions. Les solutions sont comme suit. Aménagement de fermes internes et de lignes de production afin de garantir le besoin du client tout en assurant les ressources humaines compétentes pour ce faire. Donc, il y aura des fermes, il y aura des lignes de production réservées à ça et il y aura besoin de compétences pour pouvoir garantir cette activité. Alors, pendant la revue de cette phase de développement, il a été discuté que les lignes de production nécessitent des machines spécifiques vu la nature du fruit. Alors, les lignes de production des fraises ne sont pas vraiment compatibles avec la nature du fruit résultant de la transgenèse. Et le responsable, c'est le responsable achat parce que c'est lui qui va pouvoir acheter les machines adéquates, l'ingénieur génétique, le responsable production et le responsable RH pour recruter les compétences nécessaires. Alors, pour la maîtrise d'interface entre les personnes concernées, il va falloir coordonner entre la direction des ressources humaines, le service de production et l'équipe génétique afin de garantir le bon cours de projet. Les moyens, c'est bien évidemment le laboratoire, ferme interne et la ligne de production. Il ne faut pas, bien entendu, omettre de spécifier les dates de début et de fin prévues et réelles. Alors là, vous pouvez remarquer que la date de fin prévue, c'est le 18/5/2024. Donc la phase de développement va prendre une année. Du coup, on ne va pas pouvoir spécifier la date de fin réelle ici parce que déjà, la date de fin prévue n'est pas atteinte. Alors maintenant, on va attaquer la deuxième phase du développement. La deuxième phase du développement, comme on l'a déjà vu, elle consiste à préparer la réalisation et l'utilisation du produit et c'est la phase la plus longue à planifier. Du coup, parce que c'est une phase pratique qui consiste à équiper les fermes internes pour garantir le besoin du client. Pour l'équipage des fermes internes, l'activité de revue a révélé que les fermes nécessitent un soin et un suivi particulier. Dans ce cas, il y a le responsable achat et l'ingénieur génétique qui seront responsables de cette activité. Responsable achat à travers l'achat de produits nécessaires à ces soins et l'ingénieur génétique à travers son expérience. Et dans le cadre de la maîtrise des interfaces, il y aura la coordination entre les différentes équipes. Les moyens, c'est les fermes internes. Et bien entendu, on ne va pas oublier les dates de planification. Deuxième étape, c'est d'aménager une ligne réservée à la production du jus de pomme, du jus pomme fraise. Durant la revue, les lignes de production nécessitent des machines spécifiques vu la nature du fruit. Alors là, c'est le responsable production et le responsable achat qui seront responsables. Les moyens, c'est les machines de production.
Troisième étape, c'est de recruter les profils nécessaires au projet. Et durant la revue, il a été discuté que les profils internes ne sont pas très adéquats. Il faut trouver des profils étrangers. Ça veut dire des profils étrangers au pays. Et bien entendu, c'est la responsabilité du responsable RH. Étape suivante, c'est l'étape de validation du produit. Ça veut dire que nous sommes à la fin de la conception et développement. La validation va se faire à travers un test clientèle. Le responsable ici qui va entrer sur la ligne, c'est le responsable QHSE. Et bien entendu, il va falloir coordonner entre le service qualité et la production pour préparer les échantillons de test. Alors là, vous avez la date prévue qui est le 35-2024, celle du début, et celle de fin, c'est le 15-6-2024. Il y aura pas de date réelle parce que déjà nous sommes dans le futur, dans l'année 2024. Et ensuite, l'étape suivante, c'est les exigences relatives à la fourniture des produits et la prestation de services ultérieurs. Durant la revue, il a été discuté qu'il va falloir acquérir des camions frigorifiques spécifiques à ce type particulier de jus. C'est un jus OGM qui nécessite un qui nécessite bien entendu un soin spécifique. Alors là, il y a le responsable QHSE, le responsable logistique et le responsable achat qui vont intervenir. Maintenant, nous allons attaquer les articles 8.3.3 et 8.3.5 qui concernent les éléments d'entrée et les éléments de sortie de la conception et du développement. Ces éléments d'entrée et ces éléments de sortie doivent faire objet d'une information documentée selon la norme. Alors là, nous avons un tableau qui résume les éléments d'entrée et de sortie de la conception et développement. Premièrement, nous avons les exigences fonctionnelles et les exigences de performance, à savoir par exemple le cahier de charge, les cahiers de charge fonctionnels, les cahiers de charge marketing et autres supports. Alors, quel est l'état de l'existant par rapport à cette exigence, à cet élément d'entrée? C'est que le jus doit avoir un goût naturel. Et l'élément de sortie qui est compatible avec ces éléments d'entrée, c'est que il faut vérifier que le produit satisfait aux exigences fonctionnelles et de performance. Pardon. Deuxième élément d'entrée, c'est les informations issues d'activités similaires précédentes de conception et de développement. Ça veut dire des informations obtenues pendant la conception d'un produit similaire, à savoir les résultats d'essais, les revues de test, ou bien des informations relatives au produit une fois utilisé par le client. À savoir les taux de panne, les réclamations, les suggestions clients, etc. Ici, pour XARL, nous n'avons pas de conception précédente qui a été réalisée. Élément d'entrée suivant, c'est les exigences légales et réglementaires. Premièrement, le produit, selon la réglementation de l'OGM, il faut que le produit fasse partie de la liste des produits autorisés pour l'importation et l'utilisation en alimentation humaine et animale. Il faut savoir que le domaine de l'OGM, c'est un domaine très très complexe réglementairement. On n'autorise pas n'importe quel produit. Il faut aussi savoir que cet exemple de conception et développement, c'est juste un exemple virtuel. Ça veut dire que ce n'est pas un exemple réel et que dans les cas réels, il peut être refusé par la réglementation selon bien sûr la technique OGM, les nouveautés de la technique et la réglementation en elle-même. Poursuivre les évaluations sanitaires avant toute commercialisation afin de prévenir tout risque
pour la santé et en vertu du principe de précaution. Et ensuite, évaluer l'impact environnemental. Ça, c'est très important. Du coup, il va falloir s'assurer que le produit fait partie de la liste des produits autorisés, faire une analyse santé-sécurité du produit et une analyse environnementale. Pour l'élément de sortie, c'est qu'il faut s'assurer que les éléments de sortie, qui sont les résultats de la conception et développement, satisfont aux exigences légales et réglementaires. Il faut spécifier les caractéristiques du produit et services qui sont essentiels pour leur usage prévu et leur fourniture ou prestation appropriée en toute sécurité. L'élément de sortie suivant, c'est les normes ou règles internes, les règles de l'art de l'organisme qui s'est engagé à mettre en œuvre. Alors, l'état de l'existant par rapport à ça, c'est que le projet se fait selon les règles de l'art, conformément aux valeurs de l'entreprise. Et l'élément de sortie compatible avec ça, c'est de satisfaire aux normes et règles internes. Élément d'entrée suivant, c'est les conséquences potentielles d'une défaillance liée à la nature des produits et services. Alors là, il faut vraiment anticiper quelles peuvent être les conséquences potentielles d'une défaillance liée à la nature des produits et services, un défaut au niveau du produit, etc. Alors, l'état de l'existant par rapport à cette entrée, c'est que l'analyse des risques du produit doit être réalisée et les éléments de sortie, c'est de satisfaire aux exigences d'entrée. Ça veut dire que toutes les défaillances possibles sont vérifiées au cours de toutes les phases de produit. Le produit est adéquat pour les processus ultérieurs relatifs à la fourniture des produits et à la prestation de services, à savoir les camions frigorifiques spécifiques. Alors cette partie, elle concerne un élément de sortie qui n'a pas d'élément d'entrée, mais c'est un élément de sortie assez important. Et dernièrement, le produit fait référence à des exigences de surveillance et de mesure. Vous pouvez regarder la vidéo relative à la surveillance et mesure, le cas échéant et des critères d'acceptation relatifs au produit. Maintenant, nous allons attaquer la 8.3.6 qui est les modifications de la conception et développement. Il faut savoir, et comme vous l'avez découvert avec moi, que les activités de conception et développement durent souvent longtemps, que des besoins différents peuvent apparaître dans le temps. Ça veut dire que vous avez conçu le produit et vous êtes en fin de la conception et développement, vous fournissez des échantillons aux clients et pourtant, il y a des besoins qui peuvent apparaître subitement de la part du client. Les conditions aussi peuvent changer. Et dans ce cas, il peut être nécessaire d'apporter des modifications au produit. Puisque ces produits vont toucher notre concept sensible de conception et développement, ça veut dire qu'elles doivent aussi être maîtrisées. Et la maîtrise des modifications doit comprendre des phases de revue initiale et finale. Donc, il faut revoir ces modifications comme on revoit la conception et développement. Il faut vérifier ces modifications et il faut de la validation et l'approbation avant leur mise en œuvre. Bien entendu, il va falloir analyser l'incidence des modifications sur les produits déjà livrés.
Alors, il y a des produits qui ont été déjà livrés et bien entendu, ces modifications vont avoir un impact sur ces produits. Du coup, il va falloir entreprendre des actions pour prévenir les impacts négatifs sur l'entreprise. Donc, est-ce qu'il y a eu une garantie qui a été donnée aux clients? Est-ce que les produits qui seront rendus aux clients, ça veut dire les anciens produits rendus aux clients peuvent faire objet d'une modification qui va vraiment engendrer des coûts à l'entreprise ou pas, tout ça, il faut le discuter. Pour passer un bon audit en matière de la conception et développement, et puisque généralement les évidences présentées sont des informations documentées, il faut savoir qu'il y a une liste d'informations documentées qu'il faut conserver dans le cadre de la conception et développement, qui est les évidences que les exigences relatives à la conception et au développement sont satisfaites, ça veut dire les exigences réglementaires, les exigences de performance, les exigences fonctionnelles, et ça, ce serait une forme d'évaluation aux exigences réglementaires, fonctionnelles, de performance, etc. Ensuite, les éléments d'entrée de la conception et du développement, les éléments de sortie de la conception et du développement que l'on vient de voir, l'autorisation des modifications, parce que les modifications, elles ne seront pas réalisées sauf autorisation, soit l'autorisation de la direction générale, soit l'autorisation des organismes, ici puisqu'on parle d'OGM, les organismes, les autorités qui fournissent ce genre d'autorisation au niveau du pays, etc. Les activités de revue, de vérification et validation doivent être conservées. Ça veut dire les comptes rendus et les rapports relatifs à ces activités de maîtrise de la conception et développement. Je vous remercie d'avoir suivi cette formation jusqu'à la fin. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions soulevées au début. N'hésitez pas à me laisser vos remarques sur les commentaires. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, abonnez-vous afin de recevoir les nouvelles formations concernant la QHSE dans votre cabinet de formation virtuelle QHSE Kingdom. Passez une très bonne fin de journée et à la prochaine formation.